Je m'appelle Branco Serge Jusselin. Je suis d'origine camerounaise et du pays d'adoption, la France. Donc ça fait 9 ans, jour pour jour, que je suis en France aujourd'hui. Et ça n'a pas été vraiment très facile pour moi parce que j'ai eu une enfance vraiment très compliquée et très difficile. Déjà issu d'une famille de 7 enfants, dont 5 garçons et 2 filles, d'où je suis l'aîné. Il a fallu que je me batte, comme un lion d'ailleurs, pour y arriver afin de continuer à aider mes frères et sœurs comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Dès l'âge de 8 ans, donc avec 3 de mes cousins, on a décidé de quitter le village Lomier pour aller en aventure, c'est-à-dire essayer de trouver une vie meilleure ailleurs. Parce que, vous savez, vivre au village, c'est pas toujours facile, parce que le quotidien, c'est aller à la chasse, aller au champ, rentrer et puis aller puiser de l'eau aux parents. Et voilà, l'homme au village, tout son travail, c'est de faire la chasse, chercher du bois, en fait, ramener à manger à la maison. Et pour moi, j'avais déjà ces ambitions, c'était de sortir un peu du village, c'est-à-dire chercher à découvrir autre chose, apprendre autre chose, en dehors du fait qu'il fallait qu'on fasse 15-20 km pour aller chez un voisin qui avait un téléviseur. Et à travers les images que nous on voyait, moi j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire de ma vie. Donc un beau matin, nous avons décidé avec 3 de mes cousins de partir en aventure en ville, où on a décidé de partir vers Yaoundé. Nous avons marché plus de 160 km à pied, parce qu'on était décidés. Pour nous, les 160 km, on avait l'habitude d'aller chasser dans les forêts, donc là où la nuit nous trouvait, nous on dormait, donc c'était pas, pour nous, ça ne nous gênait pas. Et après avoir fait 130 km, il y a quelqu'un, un chauffeur camion qui a eu pitié de nous, qui a décidé de nous prendre dans son camion et nous essayer de nous avancer un peu plus. Même comme il ne nous a pas menés à destination, il nous a laissé encore en chemin. On a pu continuer la route tout seul. Arrivé donc à Yaoundé, on a rencontré un monsieur qui s'est proposé de nous héberger chez lui, devant sa porte en fait. C'est-à-dire, il nous donne les nattes qu'on pose devant la porte, on dort. Mais la condition, c'était que le monsieur avec une laverie, donc il fallait sortir très tôt à 5 h du matin, aller laver les voitures et tout ce qu'on avait comme revenu, il fallait qu'on revienne lui donner. Et sa femme nous faisait à manger. Et après avoir fini de laver les voitures en journée vers 3 h, 4 h de l'après-midi, on partait retrouver d'autres jeunes qui tapaient à un ballon en bordure de route. On s'amusait aussi avec eux. Mais il fallait qu'au plus tard, à 6 h, qu'on soit déjà chez le monsieur qui nous hébergeait. Après avoir passé 3 semaines avec le monsieur, du coup, moi, ma famille me manquait à nouveau. Donc, c'était la première fois que je sors du village où j'ai décidé de rentrer encore au village. J'ai dit non, j'en peux plus parce que mes parents me manquaient, mes frères me manquaient. Le fait de ne pas aller au champ ou bien à la chasse, ça me manquait. Donc, j'ai décidé de repartir. Et après avoir travaillé toute une journée, l'argent que j'ai pu avoir, je suis pu rentrer à la maison. J'ai décidé de payer l'autre carte de transport et rentrer donc au village. Arrivé au village, c'était une fête parce que quand un garçon revient à la maison familiale, on pense toujours qu'il vient avec une valise pleine de vêtements, il vient avec plein de choses. Par contre, moi, c'était le contraire parce que quand mes parents m'ont vu arriver, ils étaient contents déjà que je sois revenu en très bonne santé et un peu déçus parce qu'ils n'ont pas vu ce que j'ai ramené. Quand je leur ai expliqué un peu la vie qu'on menait là-bas pendant plus d'1 mois, ils ont dit, bon, de toutes les façons, tu restes là. Entre-temps, donc, j'ai continué ma vie villageoise comme je le faisais avant. On était en train de jouer en bordure de route avec
mes frères, avec un ballon que nous avons nous-mêmes fabriqué, c'est-à-dire on a pris du caoutchouc qu'on a vraiment récolté une bonne quantité. On l'a fait en forme de ballon. C'est avec ça que nous, on s'amusait le soir. Il y avait un camion de touristes allemands. Ils étaient de passage à Lomé, ils allaient voir des animaux un peu plus loin. Dans cet Allemand, en passant, il a vu que parmi tous les autres, j'étais un peu celui qui maîtrisait un peu mieux le truc avec mes gestes et mes mouvements, mes déplacements. Donc, il a décidé de revenir me voir. Donc, 3 jours après, ils sont revenus. Il m'a amené au centre-ville. Il m'a acheté une paire de chaussures pour ma première fois. Là, j'avais 9 ans. Pour la première fois que j'avais une paire de chaussures. Donc, j'étais heureux comme tout. Et j'avais des difficultés au départ à m'adapter avec parce que je n'avais pas mis les chaussures depuis que j'étais né. Donc, pour moi, c'était quelque chose de très mort. Il a fallu du temps pour que je puisse vraiment m'adapter à ces chaussures-là. Donc après, le monsieur donc, a promis à mes parents qu'il devait revenir me chercher pour m'amener en Allemagne pour jouer dans un club professionnel. Voilà donc comment, 1 an après, il est revenu. Il s'est occupé de tous mes documents administratifs, c'est-à-dire passeport, tout ce qu'il fallait pour que je puisse repartir avec lui en Allemagne. Donc, les autorités camerounaises tout de suite ne lui ont pas délivré un visa pour qu'il puisse partir avec moi. Il a fallu que j'attende encore 2-3 ans sur place. Donc, à 14 ans, j'ai eu donc ce fameux visa qui était un peu la clé de la réussite pour moi, où l'Allemand a signé un engagement avec mes parents qu'il devait revenir le voir si je réussissais au football. Donc voilà que je suis parti pour l'Allemagne à 14 ans. Donc arrivé en Allemagne, tout de suite j'ai intégré le centre de formation de Francfort. Et après, bon, il y a des contrats qui ont été signés où pendant au moins 7 à 8 ans, je n'avais jamais su le contenu de mon contrat. Pourtant, je jouais dans un club professionnel. L'année où j'ai su vraiment m'exprimer en allemand et aux entraînements des collègues brésiliens me chambraient en quelque sorte que j'étais l'Africain riche. Je leur disais souvent, mais si j'étais autant riche, je crois que j'aurais déjà trouvé une maison ou acheté une maison à mes parents au village. Donc, c'est pas possible que je sois riche. C'est là où l'un de mes copains, Elon Santos, qui rentre au Brésil aujourd'hui, m'a dit, Serge, écoute, au niveau professionnel, parmi nous, il n'y a aucun joueur qui touche moins de 5 000 € par mois. J'ai dit, non, c'est pas possible, parce que moi, je n'ai jamais vu cette somme-là. Donc, il me dit, non, mais essaye de voir avec ton manager. Et comme mon manager, c'était pas quelqu'un qui me donnait la possibilité de causer sur tout, de parler de tout avec lui, moi, je n'avais pas le droit et j'avais peur, en fait. J'avais trop peur. Quand j'avais besoin d'argent, je lui demandais, je m'en souviens, la forte somme qu'il a eu à me donner, c'était 1 500 €. Donc, à part ça, le reste, il a donné un compte au club qui était le sien et il a fait comprendre au club que c'était le mien. Mais moi, je n'avais pas de compte. Donc, je suis allé au secrétariat, il m'a expliqué le contenu de mon contrat. Tout de suite, moi, j'ai pété un câble, je l'ai appelé, j'ai dit, bon voilà, il faut qu'on s'explique parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Donc il m'a rassuré que non, je suis aux États-Unis, quand je viens, on va s'expliquer, ne t'inquiète pas, si c'est pour ton argent, il est gardé. J'ai dit, mais non, là il faut que tu viennes parce que mes parents, mes frères, tout le monde souffre, il faut que je leur donne un coup de main. Il est hors de question que j'ai déjà économisé quand même pas mal d'argent depuis que je suis là. Je vais déjà au moins se sentir, faire comprendre à ma famille que j'existe quand même en faisant des actions pour eux. Et il m'a dit, oui, t'inquiète pas, dans 1 semaine, je serai là. 1 semaine après, il n'est pas venu. 2 semaines après, il n'est pas venu. Et sur le coup, donc, j'avais déjà un moral vraiment bas. Sportivement, je n'apportais plus le résultat que l'entraîneur demandait. Et j'ai décidé donc, à un moment, arrêter le foot. Donc, je me suis orienté vers un aîné, Bizente Lizarazu, qui, à l'époque, jouait au Bayern de Munich et il parlait bien français. Parce qu'on a eu à jouer un match amical contre le Bayern, j'ai fait connaissance avec lui. Donc, je suis allé vers lui, l'expliquer un peu ce qui m'arrivait. Donc, il m'a dit, en fait, les problèmes entre joueur et manager, lui aussi, en tant que joueur, il ne pouvait pas interpeller mon manager.
que tout ce que je fais, c'est d'insister à ce que mon manager vienne pour qu'on puisse discuter. Il n'est jamais venu, donc quand j'ai décidé donc rentrer à Francfort, M. Bizente m'a donné un peu de sous, où j'ai payé carrément un billet d'avion et j'ai décidé de rentrer en Afrique. Donc voilà comment je rentre en Afrique, bredouille en quelque sorte. Bon, j'ai eu à faire une assise. J'ai mis tout le monde assis pour leur expliquer en fait qu'est-ce qui m'est arrivé depuis mon départ. Déjà qu'ils m'ont posé la question pourquoi l'allemand n'est plus jamais revenu, j'ai dit ben, écoutez, l'allemand, moi je ne vois plus l'allemand aussi. Donc après avoir fait 6-7 mois encore au Cameroun et au village à Lemier, la vie devenait encore plus dure pour moi parce que j'avais déjà une autre mentalité. Après avoir passé autant de temps en Allemagne, les habitudes, je les ai perdues. Donc pour moi, c'était plus dur. Dur de m'intégrer encore, de retrouver un peu toutes mes bases auprès de ma famille au village. Il a fallu que je regroupe encore toute la famille. Donc mes frères, mes tantes, tous ceux qui m'aimaient bien, on a fait une assise où ils ont décidé tous de cotiser encore de l'argent pour m'acheter un billet d'avion, que je rentre en aventure. J'ai eu donc à contacter mes amis avec qui j'ai joué dans l'équipe nationale du Cameroun, c'est-à-dire Mbami Modeste, à l'époque il jouait au Paris Saint-Germain. Il m'a dit, Serge, oui, tu peux venir. Je vais essayer de voir avec mon entraîneur Paul Le Guen comment est-ce qu'on va s'arranger pour qu'il puisse te donner la chance de faire des essais. Donc j'étais content, j'ai décidé de revenir. Heureusement, arrivé en France, donc j'ai trouvé un peu le temps long, c'est-à-dire par rapport au rendez-vous que l'entraîneur devait me donner pour faire des essais. J'ai attendu, j'ai commencé donc à m'inquiéter à tel point que j'ai continué à contacter d'autres copains avec qui j'ai eu à faire des connaissances durant des matchs internationaux. Donc j'ai rencontré un autre, Papou Ndambala, qui aujourd'hui vit à Angoulême. Il m'a dit, ben Serge, moi je joue dans un club amateur à Sarlat, donc c'est pas professionnel, mais pour un bon départ, tu peux commencer là. C'est des clubs qui sont aussi suivis un peu par des managers, des présidents, dont tu peux rebondir. Donc j'ai dit, bon, de toutes les façons, je t'envoie dans mon CV, tu essayes de voir avec l'entraîneur. Chose que j'ai faite. Mais après, j'allais courir au Canal Saint-Martin à Paris. J'ai rencontré un monsieur donc, qui connaissait les dirigeants de Sarlat. Tout de suite, ça a été la relation entre moi et la ville de Sarlat a été franchement... ça allait à une vitesse tellement rapide qu'en une semaine, je me suis retrouvé à Sarlat. Donc, j'ai envoyé mon CV à l'entraîneur de foot de Sarlat qui m'ont fait venir. Et je voulais encore revenir sur le décès de l'un de nos dirigeants, M. Christophe Barry, paix à son âme. C'est lui qui allait me chercher avec sa voiture pour m'amener donc à Sarlat et m'a logé pendant une semaine chez lui dans son hôtel. Donc j'ai fait des essais, c'était concluant. Tout de suite, on m'a fait signer avec l'équipe de foot de Sarlat. Voilà comment, en décembre 2005, j'arrive à Sarlat. Donc tout de suite, j'ai eu à tout faire pour m'intégrer dans la ville, malgré le fait que j'étais en situation irrégulière, parce que j'avais un visa touristique qui s'est périmé. Donc j'allais donner un coup de main aux jeunes de l'équipe de foot. J'allais en même temps donner un coup de main à la Croix-Rouge de Sarlat. Et en dehors de ça, je m'entraînais aussi. Donc pour moi, c'était une façon de chercher à m'intégrer parce que j'avais envie de me faire une place dans cette localité que j'aimais bien. Parce que tout le monde aussi, dès mon arrivée, ils étaient tous gentils envers moi. Donc après, tous les jours quand j'allais travailler à la Croix-Rouge, tellement j'étais déjà, content de travailler avec des personnes d'un certain âge. Alors que chez nous, en Afrique, les gens de plus de 60 ans ne doivent plus faire les travaux que moi je voyais à la Croix-Rouge, les parents faire, parce que je les appelais tous mes parents. Donc, sur le coup, je m'étais promis, je m'étais fixé cet objectif que le jour où je vais commencer à travailler, je vais, en dehors des vêtements contris, tout ce qui repartait à la poubelle, moi je vais récupérer tout ça et que je vais faire des paquetages et envoyer pour aider mes frères et sœurs. Donc après avoir passé 3 ou 4 ans à Sarlat en situation irrégulière, j'ai eu la chance parce que
J'ai été entouré des autorités de la ville qui essayaient de tout faire pour que je sois en situation régulière et me protéger en quelque sorte. Parce que moi aussi, je faisais l'effort de m'intégrer, d'avoir une place dans cette ville. Où, il y a 4 ans, j'ai eu la chance que monsieur le maire de Sarlat a tout fait pour que je puisse obtenir mon titre de séjour. Avec tous ses collaborateurs, ils ont tout fait pour que je puisse avoir une situation régulière. Et je suis allé au lycée agricole d'Obja, où j'ai fait 3 ans, j'ai passé un bac professionnel et un BP en travaux paysagers. Donc tout s'est mis aussi en place rapidement. Donc ça fait presque 1 an et demi aujourd'hui que je travaille en temps plein. Et depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai créé, disons, une association, une fondation d'aide humanitaire le 9 mars 2010, qui a été légalisée par les autorités françaises. Donc j'ai mis cette structure déjà en place parce que au départ, quand j'étais au lycée agricole, nous avons fait un conteneur que j'ai envoyé au maire de la localité de Lommiers. Je lui ai demandé de faire une distribution à tous les enfants du village. Mais malheureusement, cette distribution n'a jamais été faite. Voilà donc là où j'ai décidé de mettre un peu tout légalement en place pour que moi-même je puisse récupérer ces effets afin d'aller leur donner comme je le fais aujourd'hui. Donc ça fait 3 ans que la fondation que j'ai mis en place vit. Elle vit d'ailleurs très bien, à tel point qu'aujourd'hui en France, j'ai 11 membres actifs, très actifs, qui me soutiennent financièrement et bénévolement pour m'aider à continuer les actions que je mène aujourd'hui. J'ai déjà eu à faire des actions dans des écoles maternelles où j'ai équipé carrément toute une bibliothèque en fourniture scolaire, c'est-à-dire livres, tout ce qui est important pour l'éducation d'un enfant. Bonjour madame. Bonjour, bienvenue à la bergerie. Merci. Nous recevons les enfants de 1 an 8 mois à 12 ans. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à l'école de la Bonjour. Je suis Madame Letton de Laurentine, professeure de Niège et fondatrice de cet établissement. Nous sommes très émerveillés parce que le livre a une importance capitale pour un élève et en particulier pour un établissement. Lorsque nous parcourons cette multitude de livres que nous n'avons pas encore eu le temps de feuilleter, nous savons que si nous nous en servons comme cela se doit, nos élèves seront vraiment gâtés parce que les livres parlent d'un peu de tout, histoire, géographie, sciences, contes, biologie, un peu de tout, l'histoire de ce monde. Je crois qu'avec ceci, nos enfants auront à passer à la bibliothèque pour choisir un livre et nous attendrons plus tard le feedback parce que rien ne sert de lire sans faire le compte rendu. Et nous sommes très contents. Il nous manque de mots pour exprimer l'élan de notre cœur. Je dis merci à notre donateur pour tout ce livre qu'il nous a apporté et que ce livre va nous apporter plus d'intelligence et ça va nous forcer à plus travailler. Je dis d'abord merci à cette école parce qu'elle pourvoit afin que
nous travaillons plus à l'école pour devenir des ingénieurs, des docteurs, des vétérinaires. Et ces livres vont nous apporter plus d'intelligence à l'école pour être des grandes personnes quand nous serons grands. Je leur dis merci pour ce qu'ils font pour nous et parce qu'ils nous enseignent. Et ils nous apprennent beaucoup de choses afin que nous les gardions pour devenir grands et forts et plus sages. Ils vont nous apporter plus d'intelligence et pour bien écrire à l'école. Ces dictionnaires sont importants. Ils servent à chercher les mots qu'on ne connaît pas et les mots qu'on ne connaît pas. C'est ce qui vont nous apporter des bonnes notes en français, en orthographe comme en conjugaison. Merci pour nos donateurs qui nous enseignent et qui nous apprennent beaucoup de choses, qui nous rendent intelligents et pour qu'on devienne grand et fort. Dans les localités où je fais des actions aujourd'hui, j'ai tout un bureau au Cameroun qui est composé aussi de 15 personnes. Je suis Jean Aristide Osea Ekoko, membre de la fondation Serge Brancourt. En quelque sorte, la fondation a pour objectif principal de lutter contre la pauvreté que nous faisons dans l'humanitaire. C'est une initiative qui est née de notre frère Serge, qui est de l'autre côté. Un peu comme un chasseur qui va à la chasse, et quand il ramène quelque chose, il essaye de partager, principalement aux couches défavorisées. Donc là, nous nous apprêtons à aller du côté de Ndiang, c'est à l'est, pour une autre distribution de matériel de première nécessité. Nous avons pensé aux handicapés, nous avons pensé à ces couches très démunies qui n'ont même pas de quoi se vêtir. Donc, comme vous constatez vous-même, nous sommes en train de charger notre camion pour une descente en Ndiang. Et c'est une initiative qui a commencé peu depuis. Nous avons été à Mintom, c'est à Lomé. Nous avons été à Djoum. Là, présentement, nous allons à Ndiang. Et prochainement, nous irons dans d'autres régions du Cameroun. Donc, vous le constatez vous-même, avec ce changement, d'ici quelques minutes seulement, nous irons du côté de Ndiang. Ils font un recensement général des populations dans chaque localité. J'insiste surtout sur les handicapés et les pygmées, parce que c'est des gens aujourd'hui qui sont abandonnés à eux-mêmes. J'insiste pour qu'ils sentent que, avec moi, ils ne sont pas abandonnés en fait, qu'ils sachent que ils sont des êtres humains comme nous, ils ont besoin aussi de soutien des autres. Donc tout ce que je récupère aujourd'hui, je privilégie d'abord ces gens. Donc le bureau en place au Cameroun, ils font les listings de tous ces handicapés, de toutes ces populations qui sont vraiment dans le besoin. Comme ça, moi, après avoir mis un conteneur en route, dès qu'il arrive à destination, on le décharge, on fait des paquetages en fonction des listings que les membres là-bas ont eu à faire. Et comme ça, la distribution se passe en présence de moi. Comme ça, je me rassure que tous ceux qui sont dans les listes qu'ils ont eu à faire ont eu vraiment à bénéficier des cadeaux, des petits cadeaux, soit des fauteuils roulants ou des vêtements ou des jouets que je leur apporte. Comme ça, moi, je suis rassuré que chacun a pu bénéficier de tout ce que j'ai amené. Aujourd'hui, je suis déjà à 7 containers où j'essaye un peu de diversifier, c'est-à-dire je ne me concentre pas plus aujourd'hui que dans mon village natal parce que je reçois les demandes aujourd'hui de partout le Cameroun et même en Afrique. Il y a le Gabon qui me harcèle aussi parce qu'ils veulent que je vienne voir un peu ce qui se passe chez eux. La République centrafricaine, alors là, n'en parlons pas parce que j'y tiens. De ce côté, je vais y aller. Il y a le Tchad aussi, mais le Tchad, je suis un peu réticent du fait que, malgré le fait qu'il y a toujours des enlèvements qui se passent vers la frontière du Cameroun, entre le Tchad et le Cameroun, j'ai trop peur d'aller de ce côté parce que je me méfie en fait. Le fait qu'ils vont me voir arriver avec des cadeaux,
je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent créer comme situation. Donc pour l'instant, je me concentre du côté sud et est du Cameroun. Et puis, dans l'avenir, je verrai bien parce que je compte aller jusqu'au bout avec les actions que j'ai commencé à mener aujourd'hui, avec tous les Français et les Françaises qui me soutiennent aujourd'hui. Et dans la localité de Lomié, je suis en train de mettre en place aussi un centre de santé premier secours parce que ça n'existe vraiment pas dans mon village natal, parce que les populations sont obligées de faire 9-10 km à pied pour aller se faire soigner pour un paludisme au centre de santé. Et déjà, même en arrivant là-bas, ils n'ont pas l'argent pour payer les médicaments. Ils sont obligés, d'autres meurent à cause d'un paracétamol ou d'un Doliprane. Ça, c'est des choses aujourd'hui pour moi qui me font très mal de voir que les siècles d'aujourd'hui, qu'il y a des gens encore qui sont, je peux dire, abandonnés à eux-mêmes jusqu'à ce point. Mais moi, je vais essayer de relever ces défis avec vous qui me soutenez pour que je puisse mener ces actions-là. Donc, je suis vraiment déterminé. Je demande, excusez-moi, je suis croyant, je demande au bon Dieu de me donner beaucoup de force et de courage parce que, je vous dis, il y a beaucoup de travail, énormément du travail, mais je demande aussi le soutien de ceux et celles qui veulent bien, à travers des actions qu'ils font. En dehors de ça, venir me donner 1 ou 2 heures de temps, de leur temps, pour faire des paquetages, c'est-à-dire des colis, parce que tout seul, à un moment, je vous dis, je n'arrive plus, parce que c'est dur. Tu comptes là-bas? Je compte 25. Six. Généralement, les conteneurs, quand ils partent de Sarlat, ils vont à Bordeaux. Bordeaux, ils arrivent, on les amène au Verdon. Du Verdon, on les transporte en bateau jusqu'au Cameroun. Et ça met 3 semaines et demie, max, grand max. Donc, ils arrivent au port de Douala. Une fois que les conteneurs sont au port de Douala, donc moi, je reçois des informations qui me disent que, ben voilà, Monsieur Brancourt, les conteneurs sont déjà dans le port. Et moi, j'envoie dans tous les documents à la Direction générale des douanes je fais une demande d'exonération des frais et taxes et des douanes au gouvernement camerounais pour qu'il me facilite la sortie des conteneurs. Quand bien, il y a toujours quelque chose que je paye. Mais pour une fondation qui fait vraiment dans l'humanité comme ce que je fais, j'aimerais que je sois exonéré totalement parce que payer encore les frais de douane, pour moi, ça fait trop parce que j'ai pas mal investi mes propres fonds dans ces actions aujourd'hui, mais il faudrait qu'un jour que moi aussi je puisse vivre, parce que si je continue comme ça, mes moyens s'amenuisent et puis je pourrais plus continuer avec la fondation et moi, mais je pourrais plus vivre, quoi. Donc dès que les containers sont déjà dans le port, le ministre de la Direction générale des douanes et monsieur le ministre des Finances, il m'accorde une exonération de 50% pour l'instant. Donc, avec ça, j'engage la procédure de dédouanement des conteneurs. Une fois qu'ils sont prêts, je loue les camions au niveau du port de Douala. Les conteneurs sont transportés par ces camions de Douala à Yaoundé et la distance entre Douala et Yaoundé est de 360 km. Donc, cette distance-là, c'est moi qui paye le transport de ces camions. Donc, on les transporte du port de Douala jusqu'à Yaoundé. On les décharge dans mon domicile à Yaoundé, où j'ai fait construire un hangar. Ils sont déchargés à Yaoundé et empaquetés par les membres de la fondation en fonction des listes que les membres là-bas sur place ont eu à faire. Donc on fait des paquets et après, il faudrait que je loue encore un autre camion qui va transporter tous les colis qui ont été apprêtés pour les acheminer dans la localité où la distribution aura lieu. Et à chaque fois qu'il y a une distribution dans une localité, je mets les autorités de cette localité au courant, c'est-à-dire le sous-préfet, le commandant de brigade, toutes les autorités de la ville sont informées et tous assistent à la distribution. Je fais en sorte que tout soit vraiment officiel. Je mets tout le gouvernement en place pour que, à la fin, il me délivre une attestation qui justifie que j'ai vraiment fait des actions
dans leur localité. Et là, donc, tous les villages concernés sont invités à la place de fête. Tout le monde vient. Il y a des groupes de danse. Les gens viennent de des centaines de kilomètres pour venir assister à la cérémonie. Et après, il y a le chef du village qui fait un discours. Cet enfant magnanime au rang des responsables de notre localité. En plus, le sous-préfet. Ce que vous nous expédiez a une nouvelle vie et inspire beaucoup de jeunes. Facilite le travail à plusieurs d'entre nous. Je fais le plein bain à ces ordinateurs qui seront réunis aux autorités. Je vous dis merci. Et en plus, le directeur de la fondation, qui est sur place au Cameroun, il lance un discours. La fondation Serge Brancourt est légalisée sous le numéro 1502/RDA/J06/BAPP. Ensuite, donc, on commence avec la distribution des fauteuils roulants aux handicapés, après des vêtements, après des jouets. Est-ce content? Je vois un peu ces larmes qui descendent. Voilà. Il vient de vous voyez la différence. Il a des béquilles en bois et la fondation Serge Brancourt lui donne d'abord son fauteuil. Monsieur Aristide, vous pouvez vous asseoir. Voilà, il abandonne ses béquilles en bois pour s'asseoir. Merci, c'est formidable, monsieur Aristide. Et voilà, il a tout un fauteuil et tout le monde peut observer sa souffrance. Et donc, à garder une chaise roulante pour elle. Josiane, je pense que cette chaise vous sera très utile à sa souffrance. Donc, Eugénie, maintenant tu as un fauteuil roulant, tu peux te déplacer sur ce fauteuil. Ce fauteuil a ses pose-pieds et après la cérémonie, on va installer les pose-pieds normalement. Et désormais, Eugénie va pouvoir se déplacer sur ce fauteuil. Comme vous voyez bien, monsieur Amépa ne marche pas bien. Il a encore, pour aujourd'hui, nous n'avons que une autre qualité de béquille. Mais nous lui avons promis de trouver des béquilles adaptées à son handicap. Nous allons nous battre pour le faire. Et je voudrais inviter Monsieur le Président Serge Brancourt à aller serrer la main à Monsieur Améma. Monsieur Athanas, vous pouvez désormais vous déplacer sur ce fauteuil. Voilà, le président connaît bien la nature des béquilles, la qualité des béquilles. Lui nous a dit qu'il est tout particulier, qu'il n'a pas besoin de fauteuil roulant. Il veut se battre avec ses béquilles. Il veut marcher. Il ne veut pas s'asseoir sur le fauteuil roulant. Donc il a sa volonté, il a la volonté de marcher. Et ceux qui étaient au stade ce matin ont vu
quelles sont ses capacités. Il joue au football, ce monsieur. Il fait des spectacles à Yaoundé. Donc, ce sont nos béquilles désormais. La Fondation Serge Blanco a eu pitié de lui et désormais il aura son fauteuil roulant. Tu peux faire ça, ou bien tu as vu autre chose? Aidez-le et transportez-le qu'il s'asseye sur un fauteuil. Voilà. Donnez-lui une paire de béquilles, s'il vous plaît. Oui, et une paire de béquilles. Nous allons aussi appeler M. Bibé Georges. Bibé Georges. Lui n'arrive même pas à se déplacer, on va le transporter. Il a pris quoi? Il fait le choix. Finalement, oui, boya. Hein? Prends quelque chose. Quelqu'un est arrivé à l'île. Voilà, le Saint-Jean est désormais installé sur son fauteuil. Ça n'a même pas l'air. Choisis son fauteuil. Nous allons le faire. Ça mérite des applaudissements, ça c'est le nom de nos choses. C'est disposition, à notre disposition à tous pour que les délégations puissent rentrer dans leur village respectif. Nous avons dit après les handicapés, nous prions les handicapés de libérer le podium. C'est un sentiment de joie pour moi de recevoir cette offre que la Fondation Blanco nous offre aujourd'hui, car nous avons beaucoup souffert avec cet enfant depuis qu'il est né, parce qu'il est né dans de très bonnes conditions, il avait bien ses membres et tout. Juste par un coup d'accident de circulation sur moto pour déplacement que l'enfant est tombé ainsi. Alors, on a parcouru des hôpitaux pour aller à Batori pour essayer de voir, parce que l'autre membre n'était pas encore attaqué. C'est le seul ci qui était attaqué, celui-ci. Alors, ça fait donc que lorsqu'on l'a mené à Batori, pour qu'on essaie de revoir les circonstances, arrivé là-bas, on a examiné, on a tout fait, mais il nous manque les moyens pour pouvoir arriver à la santé de l'enfant. Pourquoi me dit donc que l'enfant est en train de pouvoir grandir et il voudrait peut-être se mettre sur ses jambes. C'est à ce moment donc que les os étant encore très faibles, le second pied a donc le rythme de l'autre pied accidenté. Si bien donc l'enfant aujourd'hui, j'ai voulu l'initier avec deux béquilles. Ça ne tenait pas toujours au point donc il ne se déplace que juste avec ses deux mains qu'il emploie avec le sol pour jouer ou peut-être aller d'un lieu à un autre. Je crois que l'Éternel Dieu a en ce jour suivi mes prières au point donc que je prie les âmes de bonne volonté. Même Serge Blanco qui est là ici présent, même ceux d'autres qui sont encore lointains,
et qui peut bien voir et comprendre mes pleurs et les pleurs de mon épouse qui est là à côté pour que cet enfant puisse retrouver sa santé. Et je vous en prie, Dieu a donné le don à tout un chacun. Son art, c'est un excellent danseur. Quelles qu'en soient ces conditions-là, un bon danseur à tous les niveaux. Je vous assure. Donc c'est juste... maintenant, il va déjà à 6 ans. Est-ce qu'il va à l'école? Il va à l'école. J'ai fait tout pour qu'il aille à l'école maternelle. Ça veut dire que c'est un soulagement pour la famille maintenant? Un très gros soulagement qui a commencé. Dieu a exaucé avec prière. L'hôpital pourra faire bon usage et pourra soigner les populations de Lomé. Monsieur le secrétaire général de l'hôpital, recevez des mains du président de la COBRA cet oxygène. Ensuite, il a eu une moyenne de 15,00 sur 20. Fulbe Ernest. Et après, donc ça, il y a toujours des soirées, c'est-à-dire la fête, en fait. Les gens, c'est un jour de fête dans le village. À chaque fois que les affaires arrivent, tout le monde est en joie. Il y a à manger, il y a à boire. C'est une très grande fête, en fait. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui au Cameroun, la ville de Sarlat est connue de nom parce que je n'arrête pas de le dire à qui veut l'entendre, que c'est Sarlat qui fait tout aujourd'hui pour la fondation, c'est Sarlat. Donc il y a eu les artistes musiciens qui ont eu à sortir une chanson pour remercier un peu le maire et tous les administrés et tous les habitants des environs de la ville de Sarlat qui font des actions en faveur des populations de l'Est du Cameroun. Donc cette chanson aujourd'hui, elle marche aussi très bien parce que à chaque fois qu'on arrive dans une localité, avant les distributions, on met un peu de l'ambiance avec cette chanson où tout le monde danse, tout le monde est fier que la fondation soit dans leur localité. Donc, vous verrez bien que c'est pas parce que les artistes ils ont dit Sarlat, Sarlat que ça concerne que la ville de Sarlat. Ça concerne tout le monde. En fait, c'est tout simplement parce que comme je réside à Sarlat et ils ont toujours plus entendu parler de la ville de Sarlat, pour eux, la ville de Sarlat, en quelque sorte, c'est comme une ville du Cameroun, parce que même un petit enfant aujourd'hui connaît Sarlat sans toutefois même savoir sur la carte où ça se situe, mais le fait d'entendre le nom Sarlat, à chaque fois que la fondation vient, ils sont très heureux, très contents. C'est pour ça qu'ils ont voulu dire merci à travers cette chanson à tous les administrés ou ceux qui n'auront jamais la chance d'aller un jour sur place découvrir un peu tout le travail que la fondation fait. Jamais. Bravo. Calvin and Kidongo, le fashion, le 1 des 1, le meilleur. Cobra, Jean-Jacques de Péréfi, monsieur le maire de Sarlat. Action, c'est le plan pour lui. Tu es le lieu de Dieu. Le monde te dit merci. Que tu fais restera gravé à jamais. Merci pour tous les administrés de Sarlat. L'action, c'est je prends pour lui. Paris. Tu es l'élu de Dieu. Le monde te dit
fait